Marc, bonjour. Bonjour Vincent et bonne année. Bonne année à vous également. Merci. 2018, en termes de prédiction économique, a été plutôt favorable à Marc Toiti, il faut le dire. C'est vrai, j'ai fait le bilan de mes prévisions là, comme chaque début d'année. Il n'y a qu'une seule erreur, effectivement, sur notamment les taux d'intérêt à long terme de la France. J'avais vu une petite hausse et puis finalement ça n'a pas bougé. Mais sinon tout le reste, on a fait toutes les bonnes prévisions. D'ailleurs qu'on a évoqué ici même dans l'œil du pro, donc tous nos téléspectateurs ont pu en bénéficier. Absolument. Alors, vous disiez en 2018, c'était un de vos dadas, et même antérieurement à 2018, si je me souviens bien, qu'on était en bulle sur les marchés actions, sur les crypto-monnaies, et que ça allait éclater. Bon, on peut considérer tout de même que ça s'est sacrément dégonflé. On peut même parler de crack pour les petites et moyennes capitalisations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la purge sur les marchés actions est achevée ? Alors, j'aimerais bien vous dire oui, mais je pense que malheureusement, ce n'est pas terminé. Là, on a effectivement un petit rebond technique, puisqu'on a eu une très forte baisse sur l'ensemble de l'automne. Mais même si on prend effectivement le Dow Jones, encore une fois, il faut regarder quel va être l'état de la croissance mondiale pour pouvoir expliquer les niveaux des grandes bourses, et notamment de la bourse américaine. Donc aujourd'hui, pour justifier un Dow Jones, je dirais même autour des 22 000, 23 000 points, il faudrait une croissance mondiale de l'ordre de 7 à 8 %. Or, pour 2019, ce sont mes prévisions, nous allons avoir une croissance mondiale de l'ordre de 2,8 %. Je vous rappelle que la moyenne sur plus de 30 ans est de 3,5 %. Là, l'année dernière, en 2018, on a fait à peu près 3,3 %. Là, on va tomber encore à 2,8 %. La plus mauvaise performance depuis 2009, tout de même. Alors, ce n'est pas la Bérésina, mais ça justifie encore un Dow Jones qui revient vers des niveaux de 20 21 000 points. Et donc, ça veut dire que la purge n'est pas complètement terminée, d'autant qu'on va y revenir sûrement. Il y a encore beaucoup de risques extra-économiques qui vont pouvoir et qui risquent de contrecarrer l'embellie boursière. Alors, on y reviendra, mais je m'attarde un petit peu sur le Dow Jones et puis cette valorisation que vous jugez excessive, puisque vous dites qu'il faudrait une croissance bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui pour justifier de tels niveaux. Oui, mais ça fait plusieurs années que le marché n'en a cure et qu'il considère que finalement, les niveaux correspondent à la croissance. Donc, on peut imaginer que ça perdure cette année. Alors, certes, mais c'est vrai qu'en 2018, justement, on a eu cette correction. On est revenu vers un niveau plus logique par rapport effectivement à la croissance mondiale. Je rappelle que la bourse valorise les profits. Les profits viennent d'où ? Effectivement, de cette croissance mondiale, puisque 80% des profits pour le Dow Jones viennent du niveau mondial. Ce n'est pas seulement des États-Unis. C'est d'ailleurs pareil pour le CAC 40. Donc à partir de là, effectivement, nous avons ce ralentissement qui est là et qui n'est pas encore dans les cours, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que l'économie américaine s'est bien comportée, mais je pense qu'elle va ralentir vers 2,2 % de croissance pour 2019. Idem pour la Chine et l'Inde, qui, je vous rappelle, sont les deux grandes locomotives devant les États-Unis. Pour la Chine, on devrait revenir vers 6 % de croissance, ce qui est évidemment toujours très bon. Et souhaité par la Chine. Et souhaité également par la Chine. L'Inde, un peu plus, à autour des 6,5 %. Donc tout ça fait que, globalement, on arrive à ces 2,8 % avec un grand point d'achoppement, je pense qu'on y reviendra aussi, qui est l'Europe, où je pense la crise viendra. La crise viendra effectivement de l'Europe, puisque là, on a une croissance qui sera, dans le meilleur des cas, de 1,2 % en 2019. Alors, on évoquera en effet l'Europe, mais je m'attarde sur le cas américain encore une fois, Marc, parce que, bon, très bien, je retiens votre argument de la valorisation, mais je reste tout de même sur mon idée qu'aujourd'hui, le marché considère que les niveaux de valorisation sont tout de même plutôt en rapport, même s'ils sont excessifs, mais ils sont plutôt en rapport avec l'activité économique aux États-Unis. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait j'affine ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas pour que finalement on ait une correction majeure aux États-Unis, qu'on ait un changement radical dans le paradigme? Tout à fait. Alors, c'est là où j'arrive effectivement au grand danger. Plus qu'un ralentissement. Tout à fait. Alors, le grand danger de 2019, en fait, il y en a deux. Le premier, effectivement, il est américain. Est-ce que Trump va vraiment imposer une augmentation des barrières douanières un peu partout dans le monde? Et là, il y a un problème, puisqu'il faut savoir que pour avoir 3 % de croissance mondiale, il faut une croissance du commerce mondial, c'est-à-dire des échanges internationaux en valeur de l'ordre de 10 %. Donc si effectivement le protectionnisme l'emporte, on n'aura pas cette croissance du commerce mondial. Ce n'est pas forcément le scénario le plus plausible. Alors voilà, justement, on aura, mais malgré tout, ça a déjà commencé. On voit ce qui se passe avec la Chine, avec l'Allemagne. Alors la Chine a contrecarré les barrières douanières américaines en dépréciant le yuan, puisque ça a permis justement, on a une baisse d'ordre de 20 %. Donc quand Trump a augmenté de 20 % les barrières douanières, le yuan s'est déprécié de 20 %. Donc finalement, ça n'a pas joué tellement sur les exportations chinoises. Mais néanmoins, on a un ralentissement.
Idem pour l'Allemagne, qui est toujours certes une grande championne on va dire, du commerce extérieur, mais quand même ses excédents ont nettement fondu, comme neige au soleil, dirons-nous. Je ne parle même pas de la France, on est déficit chronique, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même déjà des impacts qui sont là. Et évidemment, si demain, on a encore ce danger qui arrive, alors là, ça fera très mal sur la croissance mondiale. Et n'oublions pas également que Trump a réussi un coup de baguette magique incroyable en 2018, puisqu'il a baissé très fortement les impôts, et donc il a réussi à relancer le cycle, alors qu'on était en fin, justement, de ce fameux cycle. Donc, normalement, on aurait dû avoir une récession. Là, il a réussi à relancer la croissance, ce qui est très fort, c'est vrai. On voit que le taux de chômage est toujours de plein emploi, donc ça va permettre de perdurer. Donc, je ne vois pas une récession américaine, mais néanmoins, le plus beau est passé, j'ai envie de dire. On aura forcément ce ralentissement qui, encore une fois, n'est pas dans les marchés, avec des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui vont continuer d'augmenter par petites touches. Je voulais y venir, parce que ce dont les marchés s'inquiétaient grandement, c'était d'un durcissement exagéré, là pour le coup, intempestif de la politique monétaire de la Fed, qui est engagée dans un chemin de hausse de taux. Or, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, a finalement émis ce qu'on appellerait un put. Le put Powell, il y a eu le put Bernanke. Bon, pour traduction, c'est en gros, rassurez-vous, je suis à l'écoute des marchés, si jamais les choses ne vont pas bien, je suis là. C'est sûr, heureusement, on n'a pas Jean-Claude Trichet à la tête mais c'est ce qui avait permis au marché, de la Réserve fédérale. C'est ce qui avait permis au marché boursier de très bien se comporter. C'est vrai. Simplement, je vous rappelle qu'il y a un an, justement, quand on annonçait ici même que les taux de la Fed allaient monter à 2,5, on disait mais non, on n'ira pas au-dessus des 2. Finalement, on y est. Donc là, je pense qu'effectivement, on ira vers un niveau de 3%, et on voit ça a déjà des conséquences sur le marché, je dirais, hypothécaire, et donc sur l'immobilier aux États-Unis. Les hausses de taux ont l'air bien moins certaines maintenant. Mais sinon, non, elles continueront. A fortiori, on a vu les chiffres de l'emploi. Oui, mais il n'y a pas tellement d'inflation aux États-Unis. C'est que l'inflation reste limitée, heureusement, d'ailleurs, mais surtout salaires, grâce au pétrole. Mais néanmoins, les salaires quand même croissent de façon assez soutenue, les revenus également. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va déraper sur la politique monétaire, mais il va encore avoir au moins, je pense, 2 hausses de taux de 25 centimes de la Réserve fédérale. Donc, c'est-à-dire ça va nous amener à 3%. Ce n'est pas dramatique, mais néanmoins, ça devrait calmer le jeu. Je vous rappelle que, encore une fois, c'est le travail de la Réserve fédérale de remonter les taux quand ça va mieux. Justement, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que si demain il y a un ralentissement économique plus marqué que prévu, justement la Réserve fédérale pourra baisser les taux pour relancer la machine. Voilà pourquoi je ne vois pas du tout un crack, je vois plus la poursuite du prolongement de la correction sur le marché boursier, mais pas un crack. On aura une petite baisse de l'ordre de 5 à 7% sur l'année, c'est pas dramatique, vous voyez, mais simplement on a une correction qui se poursuit, et si jamais ça devait aller trop loin, là on pourra baisser les taux. Et c'est là ce qui m'amène à mon deuxième grand risque, puisque si la Réserve fédérale pourra relancer la machine, ce n'est pas le cas de ce qui va se passer dans la zone euro, où la BCE a déjà des taux d'intérêt à 0%, elle a arrêté la planche à billets. Et je pense que justement le deuxième grand risque, et c'est par là qu'arrivera malheureusement cette année ce que j'appelle ce nouveau bear market, vous savez, ce marché baissier, c'est par la zone euro qui est en danger. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, on a d'un côté l'Italie qui finalement refuse de rentrer dans le rang, alors peut-être qu'elle a raison, mais peu importe, et donc qui, va aller au clash, certainement. La France, on ne sait pas comment on va se sortir de cette situation délétère. Je vous rappelle que nous avons une récession en Italie qui a déjà commencé, la 3e en 10 ans. C'est pour un pays développé, c'est assez jamais vu dans l'histoire contemporaine pour un pays développé. Et la France risque aussi de connaître peut-être pas une récession, mais en tout cas une baisse de son activité, on en parlera. On a déjà un trou d'air notable en décembre, et en janvier, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Les enquêtes qui le montrent, que ce soit des enquêtes des directeurs d'achat, des enquêtes de l'INSEE, on est sur un trimestre de baisse du PIB au 4e trimestre, peut-être même la même chose au premier trimestre 2019. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelle une récession. Et surtout, le vrai problème, c'est derrière, comment on fait pour s'en sortir ? Et donc, je vous rappelle que les taux d'intérêt en Italie ont augmenté. Alors maintenant, ils se sont un peu calmés, mais quand même, on est monté à 3,5%. Les taux longs restent bas pour l'instant en France. Si effectivement ça remonte demain, alors là, il y a un danger pour l'ensemble. Effectivement, c'est une sorte de Lehman Brothers, puissance 10 ou puissance 20. Encore une fois, Marc, est-ce que vous ne sous-estimez pas l'incidence qu'aura l'action de la BCE ? Parce que vous dites que la BCE va être moins accommodante. Oui, mais on voit bien déjà la Fed qui infléchit son discours. On peut imaginer que la BCE marchera dans ses traces. Tout à fait. Alors, n'oublions pas qu'effectivement, on va changer de président de la Banque Centrale Européenne. Donc, notre super Mario va nous quitter. Qui va le remplacer ? Donc là, effectivement, on verra s'il n'y a pas un changement également de stratégie. Et surtout, le gros problème qu'il y a dans la zone euro, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion.
Bon, l'Italie ne joue pas le jeu, la France, bon, on a déjà du mal à gérer, et l'Allemagne, Madame Merkel, bon, elle pense déjà à partir. Donc globalement, si jamais on a un problème, qui va sauver la zone euro? Alors Draghi, bon, lui aussi, effectivement, il est sur le départ. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que Donc finalement, pour vous, le risque, on n'a pas de cohésion. Il est plutôt de nature politique? Tout à fait. Le risque, il est alors. Bon, parce que vous parlez d'économie en zone euro, où on voit en effet des enquêtes d'activité qui se dégradent à vitesse grand V. Tout à fait. On peut même dire qu'on est en récession industrielle dans beaucoup de pays de la zone, d'ores et déjà, dont la France, dont l'Italie. Et du côté des services, parce qu'on se rassure avec les services, on voit aussi que ça se dégrade. Oui, c'est pareil. Donc c'est quand même assez inquiétant. Mais d'ailleurs, encore une fois, dans mes prévisions de croissance, qui sont optimistes, hein, pour l'instant, avec ces enquêtes justement, eh bien, j'arrive à 1,2% de croissance pour la zone euro, à peu près la même chose en Allemagne, 1%, 1,1% oui, mais alors, en France. Qu'est-ce qui ferait que la zone euro serait le catalyseur de la poursuite justement, de la baisse? C'est que si effectivement on n'arrive pas à sortir de ces crises larvées et qui durent, que ce soit en Italie ou en France, sans parler du Brexit. Sans parler du Brexit, mais le Brexit c'est bon, je pense que c'est l'Union européenne, donc finalement c'est déjà dans les faits. Je vous rappelle, et là d'ailleurs c'est une surprise, hein, pas pour certains, pas pour nous, parce qu'on l'avait déjà évoqué ici, certains qui annonçaient que le Brexit allait générer un cataclysme au Royaume-Uni, les enquêtes des directeurs d'achat, alors on est en récession en France, dans l'industrie et les services, mais par contre, au Royaume-Uni, ça se redresse au mois de décembre. Incroyable. Oui, parce que finalement les Anglais, ils ont intégré ce changement, ils se sont retroussés les manches, ils se sont dit, allez, on va essayer d'aller voir de l'avant, alors que nous, on ne se retrousse pas les manches, on est bloqué. On est bloqué. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas fait beaucoup de réformes, mais là, on dit comment va-t-on faire la moindre réforme pendant les 3 années à venir, hein, puisqu'on a vu ce qui s'est passé, on a quand même monté la dépense publique en France l'année dernière, et on a quand même eu le mouvement des gilets jaunes, etc. Bon, on ne va pas épiloguer sur ça, mais ça pose quand même un problème fondamental de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, on a un vrai problème ensuite de cohésion au sein de la zone euro, puisque faut se balader un peu aujourd'hui. Vous allez en Allemagne actuellement, alors on a ce problème où effectivement les Allemands nous disent ils ont un excédent public, mais est-ce qu'ils vont l'utiliser pour sauver la France ou sauver l'Italie? C'est pas sûr. Vous comprenez? Donc on n'a plus un jeu coopératif dans la zone euro. Et ça, c'est extrêmement dangereux, puisqu'on va retomber dans une crise existentielle de la zone euro, pour se dire, est-ce que la zone euro, finalement, on a bien fait de la faire, on fête les 20 ans aujourd'hui, est-ce que globalement, il n'y a pas des risques qu'un pays, finalement, se mette en marge? Donc tout ça, c'est quand même des risques qu'on ne voit pas et qui auront forcément des impacts sur les marchés. Si je dois résumer ce que vous venez de nous dire, c'est, bon, on aura un ralentissement aux États-Unis, on a une valorisation qui reste excessive outre-Atlantique et qui devra, à terme, être corrigée. On a une politique monétaire qui va continuer, c'est votre diagnostic ou votre prévision plutôt, qui va continuer à se tendre un petit peu outre-Atlantique. Ça pourrait encore calmer un petit peu les choses. Mais le principal risque, il est de nature politique et il se situe en Europe où la situation économique… Dans la zone euro. Dans la zone euro où la situation économique est déjà bien détériorée. Et ça pourrait être le catalyseur de ce marché baissier, de la prolongation du marché baissier. Tout à fait. Et c'est là où, des fois, pour tout vous dire, je vais être très honnête, hein, des fois je ne veux pas trop regarder la réalité en face, parce que sinon, alors là je vois un marché vraiment catastrophique. Donc je préfère me dire, on va quand même s'en sortir quoi qu'il arrive, c'est mon côté optimiste, mais sinon, encore une fois, ça pourrait être pire. C'est-à-dire que dire que le CAC 40 peut tomber à 4002 ou 4100 pour remonter un petit peu ensuite légèrement, c'est optimiste. Oui, parce que si jamais la crise qu'on vient d'évoquer se produit, se matérialise, on pourrait aller beaucoup plus bas. On arrive au terme de cette émission, Marc, mais vous avez évoqué les émergents en mentionnant les chiffres de croissance que vous attendiez pour la Chine et l'Inde. Bon, ralentissement, mais croissance qui reste importante. Est-ce que, et c'est ma dernière question, est-ce que les émergents peuvent constituer un bon vecteur de diversification dans les allocations? Oui, alors ça restera effectivement, je dirais, la locomotive de la croissance mondiale, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas forcément la locomotive boursière. Hein. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est que d'un point de vue boursier, par contre, faire très attention. Parce que autant dans les pays développés, on a effectivement, je dirais, des règles très claires, autant dans les pays émergents, d'un point de vue boursier, ce n'est pas encore le cas. Donc si on veut jouer la résistance du monde émergent, moi je conseille toujours d'acheter des valeurs françaises ou américaines, mais qui sont tournées justement vers l'activité dans les pays émergents. Ça prend moins de risques. Donc, on aura une année boursière très volatile, mais on pourra faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire choisir des bonnes entreprises qui effectivement ont fait les bons choix stratégiques. Donc, ça va être sportif, mais on s'en sortira quand même. Bon, et bien sûr, ces bons mots, Marc, je vous dis à bientôt. À bientôt.